mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Mon ami, mais il me faut bien payer mamé. Papa nyonge bo maman, papi nyonge bo maman, et nya semi de snya beli mama. Mon ami, il me faut bien payer mamé. Mon ami, il me faut bien payer mamé. Papi nyonge bo maman, papa nyonge bo maman, et nya semi de snya beli mama. Bogalisa mon belo, sa boîte bonia bien payé mamé. Et bogalisa mon belo, sa boîte bonia bien payé mamé. Ya soli, ya bali mamé, ya soli, ya wangi mamé, et ya bagi mon ami mama. Et bogalisa mon belo, sa boîte bonia bien payé mamé. Bogalisa mon belo, sa boîte bonia bien payé mamé. Ya soli, ya bali mamé, ya soli, ya bali mamé, et ya dagi mon ami mama. Et pour moi, il bien pega, abega la mori mamosi. Et pour moi, il bien pega, abega la mori mamosi. Ya dengi mon ami mama, mais ya rondi mon ami mama, et ya semi de bien bio maman. Mais ya rondi mon ami mama, bawa me ya oza kibio maman. Mais ya rondi mon ami mama, bawa me ya oza kibio maman. Bawa me ya oza bole dine maman. Bawa me ya oza kabe kibo maman. Bawa me ya oza bole dine maman. Mais ya bagi mon ami mama, bawa me ya oza kibio maman. Bawa me ya oza bole dine maman. Bawa me ya oza kabe kibo maman. Bawa me ya oza kabe kibo maman. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne fête de travail. Je sais que beaucoup sont payés en monnaie des singes et que cette fête ne représente pratiquement rien. Et surtout qu'en ce qui concerne le Gabon, cette fête ne nous permet pas d'exprimer tous nos vœux d'amélioration de nos conditions de vie. Qu'à cela ne tienne, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête si ça continue chez vous. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais commencer une nouvelle carrière professionnelle. Je n'abandonne pas le journalisme, surtout que la nouvelle carrière, elle va de pair avec le journalisme. Et ça va honorer le Gabon, justement, parce que notre pays a des talents, notre pays a des valeurs qui sont étouffées. Au Gabon, pour réussir, il faut être fils de tel, ou il faut être dans des groupes louches. Et ce n'est souvent pas évident, malgré tout ce qu'on peut avoir comme talent dans n'importe quel domaine. Mais moi, j'ai fait partie des Gabonais qui s'étaient fixés comme mission réussir sans avoir besoin d'intégrer des groupes louches, sans besoin de devenir recto verso, puisque en ce qui concerne le Gabon, c'est pratiquement à la mode. Donc, je vous le disais déjà, je vais commencer une carrière d'écrivain.
j'avais écrit ce nombre d'ouvrages déjà, et j'étais en train de terminer ces ouvrages. J'ai envoyé déjà des exemplaires dans les maisons d'édition, et ça a rencontré un franc succès. Je dois signer un contrat avec la maison que j'aurais choisie justement pour intégrer la grande famille des auteurs de cette maison. Donc, je tiens à partager avec vous cette bonne nouvelle parce que au Gabon, les écrivains sont presque étouffés. Il y a des talents, il y a des gens qui veulent écrire, mais qui, ma foi, ne savent pas comment s'y prendre ou quel est le couloir à utiliser. J'ai eu la chance d'être arrivé en exil. Je vous avais dit que si on pousse un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si on pousse un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Donc, j'essaie de capitaliser cet exil, j'essaie de le transformer positivement et c'est dans l'intérêt du Gabon. Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Franchement, si je tenais à mes intérêts personnels, je ne serais même pas entrer dans ce combat qui est très ingrat parce que on mène un combat pour des gens qui n'ont pas conscience et qui nous insultent souvent. Voilà, donc je vois un peu comment ça se passe avec Jean-Rémy Yama qui est emprisonné. Quand on demande aux gens de se mobiliser, ils ne sont pas nombreux à se mobiliser. Je parlais de ça hier avec notre compatriote Alain Ougligende, la nécessité de se mobiliser pour ces gens qui se battent pour le Gabon. Donc, cette nouvelle carrière professionnelle que je commence, je la dédie au peuple gabonais. Parce que même dans le journalisme, moi je me suis engagé très tôt, à l'âge de 15 ans. C'était des écrits qui traduisaient la misère du peuple gabonais, qui traduisaient la souffrance du peuple gabonais. Et je me sentais investi donc de cette mission de dire aux dirigeants ce que pense tout bas le peuple gabonais. Le peuple gabonais qui n'a pas eu peut-être l'occasion de rencontrer les décideurs. Donc en commençant cette nouvelle carrière, je pense naturellement à ce peuple qui souffre. Et un bon nombre d'ouvrages sera consacré à ce peuple-là. Et je sais que la souffrance du peuple gabonais, c'est la même souffrance du peuple camerounais, c'est la même souffrance du peuple congolais. Et donc, ce sera consacré au peuple d'Afrique. Naturellement, je serai amené à voyager pour écrire sur certains sujets. C'est tout à fait normal. Mais je commencerai d'abord par une autobiographie. Parce que j'estime que les expériences que j'ai traversées méritent d'être partagées. D'abord, dès ma tendre enfance au village, parce que je suis un enfant qui est grandi au village, j'ai suivi la voie traditionnelle, issu d'une famille pauvre. Je ne me suis pas fait de complexe. Quand je disais pauvre, c'est relatif, hein, parce que on ne manque pas de nourriture, parce que je connais des vraies familles qui étaient vraiment pauvres. La mienne, je peux dire qu'elle était une famille modeste. Mais j'ai reçu donc les valeurs. Et vous allez trouver dans l'autobiographie l'insupportable. J'espère que mon éditeur va garder ce titre parce que je tiens bien à garder. Et de toute façon, ça ne pose même pas de problème. Parce que tout ce qui est vécu là, vous avez l'insupportable tome 1 et l'insupportable tome 2. Bon, je ne sais pas s'il y aura tome 3, mais pour moi, je m'arrête à tome 2. Et donc, tome 1 de la naissance au village, aux études en ville, en suivant un cheminement. Un cheminement qui est presque semblable à ceux de tous les enfants de ma génération. Donc, ceux qui sont nés à la même époque que moi ont suivi cette éducation. Cette éducation qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, parce que j'ai du mal à me retrouver dans ce qui se passe en ce moment. À mon époque, il n'y avait pas de phénomènes comme ceux des recto verso aujourd'hui. Les phénomènes de placement, ça n'avait pas ça. Donc, franchement,
en lançant l'insupportable, je voulais révisiter les fondamentaux, faire révisiter les fondamentaux de notre société à ce peuple-là, pour qu'ils se réapproprient. Je suis parmi ceux qui plaident pour un retour aux sources. Parce que l'avenir de l'Afrique dépendra de notre attachement à nos valeurs culturelles, à notre spiritualité. Je sais que les gens prient beaucoup des dieux importés avec lesquels ils n'ont pas d'acquaintance, et ce qui pose un réel problème par rapport à la réalisation de leurs désirs. Donc, le tome 1, c'est aussi une leçon d'humilité. Parce que comme vous l'avez suivi, j'ai publié quelques extraits, je les ai retirés parce que le livre allant chez l'éditeur, il fallait absolument retirer tout ça de la page Facebook. C'était juste pour vous donner un avant-goût. Donc vous voyez dans le tome 1, cet enfant qui est né au village, je suis né à Bumbu. Bumbu, c'est ce petit village qui se trouvait à 7 km de Manji, le chef-lieu du département d'Indoulou, dans la province d'Angouni. Ce village a disparu, il n'existe plus aujourd'hui. Il y a quand même un petit quartier qui reste qui s'appelle Dianki aujourd'hui. Mais Bumbu se trouvait un peu plus proche de... sur la route en allant, donc sur le canal, il y a un grand lac qu'on appelle le lac Sirila. Donc je suis né dans ce village et du coup, j'ai suivi la voie traditionnelle. Donc un enfant qui est né au village, les rituels qui sont faits, tout ça, les rituels qui sont faits, qui sont destinés à préparer l'enfant à affronter les épreuves de la vie. Mais de nos jours, ça n'existe plus. De nos jours, on demande aux enfants d'aller dans des églises parfois qui n'ont pas de lien avec notre spiritualité. On demande aux enfants d'intégrer les sectes de loges maçonniques importées et perverties même. Donc moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir suivi cette loi traditionnelle, donc issu d'une famille modeste. Bon, je préfère dire pauvre parce que je me sens la somme, je me présente, je me définis comme la somme de tous les misérables. Donc, issu d'une famille pauvre, je suis resté dans ce village jusqu'à l'âge de 9 ans, donc à Bumbu, après c'est Ngombo, en passant par Pimba. Et du coup, je suis allé après à Manji. Donc, vous allez retrouver un peu les soldats de cette belle enfance-là qui caractérisaient l'enfance de tous les enfants de mon âge, ceux qui ont grandi en cette période-là, à travers le Gabon. C'était pratiquement la même éducation parce que c'était une éducation qui était presque standard. Donc, et puis après, des études en ville, avec cette sortie de l'adolescence et ce qu'on peut constituer, on peut appeler les printemps idylliques. Donc la rencontre avec Marie, la rencontre avec Linda, où je vais me retrouver confronté à deux femmes. Donc Marie, qui est issue d'une famille modeste, pour ne pas dire pauvre comme moi, comme la mienne, et Linda, la fille d'un ministre, d'un puissant ministre de la République. Je veux dire puissant parce qu'il était très puissant. Mais l'éducation que j'ai reçue au village, dans cette éducation que j'ai reçue au village, on dit de ne pas trahir. Donc je ne peux pas trahir ici Marie. Donc l'une des leçons de l'éducation de ce village, c'est de rester fidèle à moi-même. Ne pas laisser la fille qui est du même rang social que moi pour suivre la fille d'un ministre, d'un bourgeois qui pouvait faire de moi ensuite ce qu'elle voulait. Elle a trouvé ça. Et malheureusement, les choses ne vont pas marcher. Plus tard, vous allez vous rendre compte que Marie va prendre son chemin. On va se séparer, chacun va prendre son chemin. Je vais rester avec Linda, la fille du ministre. Et après, je ne suis pas aimé dans la famille de Linda. Parce que je suis une famille pauvre. Donc, le père va tout faire jusqu'à prendre de l'eau, mettre dans la bouche, me cracher ça en plein visage. Ce sont des choses que j'ai vécues. Et cet enfant qui va être humilié va donc partir du quartier avec la honte, va aller ailleurs, et puis il ne va pas être impressionné par les biens. Parce que je suis issu d'une famille où on acceptait la vie telle qu'elle se présentait, sans être complexé. Donc, quelques temps après, bon, un après, c'est des bois là, je vais être
je vais bénéficier donc d'une bourse de coopération du gouvernement français pour entrer à l'école de journalisme à Paris. Donc, vous savez la suite, je vous ai un peu publié ça. Bon, je ne vais pas vous tous expliquer, sinon vous n'aurez plus envie de lire tout le livre. Donc, et quand je rentre au Gabon, devenu journaliste, je vais aller rencontrer donc le ministre en question, pas volontairement, parce que mon rédacteur en chef, Léonard Brice Mbassou, va m'envoyer l'interroger. Et le ministre va se rendre compte que celui qui vient l'interroger, c'est l'ex de sa fille, qu'il a humilié en crachant sur le visage. Et il va être bourrelé de remords. Donc la leçon ici, c'est que on ne sait pas de quoi est fait demain. Et comme on ne sait pas de quoi est fait demain, il faut être très circonspect. Il ne faut pas traiter les gens n'importe comment, parce qu'on ne sait pas. Regardez ces messieurs, ces ministres qui étaient puissants, qui m'a humilié, qui m'a craché en plein visage, parce que j'étais issu d'une famille pauvre. Et plus tard, quelques années plus tard, il va se trouver en face d'un journaliste, et c'est le fils qui l'a humilié. Il va tenter de prendre des millions de francs CFA pour me les mettre, pour corrompre, mais ça ne marche pas. Bref, aujourd'hui, il n'est plus ministre. Linda non plus n'est pas mariée. Donc, je vais venir en France, naturellement, et je vais faire une nouvelle rencontre. Vous allez trouver ça dans le livre. Mais la leçon qu'on retient ici, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est faite d'imprévus. Vous ne savez pas l'avenir de quelqu'un. Il faut donc éviter d'humilier une personne à cause de son rang social. Donc, l'insupportable tome 1, c'est une leçon d'humilité. Une leçon de vie aussi. Une leçon de vie parce que vous allez voir qu'un enfant qui est parti d'un milieu pauvre va se retrouver choisi comme seul journaliste de son pays pour aller, comme seul étudiant de son pays pour aller suivre une formation de journalisme. Et je vous dis même, on a failli me remplacer par quelqu'un d'autre. Quand j'ai été choisi pour aller à l'école de journalisme à Paris, on a voulu me remplacer par quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, l'ambassadeur de France avait dit que c'est lui qui a été choisi. Et c'est lui qui doit partir. Donc nous sommes dans un pays où pour progresser, il faut appartenir à une famille précise. Il faut avoir un nom. C'est la République familiale. Donc ici, l'insupportable tome 1 vient balayer d'un revers de la main ce concept de République familiale où il faut être issu de telle famille pour grandir. Et puis dans le tome 2, vous allez retrouver la suite pratiquement. Ce journaliste engagé qui va circuler à travers le Gabon, qui va enquêter sur beaucoup de choses terribles, qui va déranger sérieusement le régime en place, et qui, après 2009, après l'élection présidentielle 2009, et le hold-up militaro-électoral qui s'était passé, avec tous les morts qui étaient à Port-Gentil, parce que l'avantage de ces livres, c'est que il vient révéler ici ce qui s'était passé à Port-Gentil. Et parce qu'au niveau de l'Union, on n'a pas tout dit. Souvenez-vous, le 25 septembre 2009, M. Albert Yangari, alors directeur de l'Union, avait été arrêté. Et moi, j'étais traqué et contraint à l'exil dans une mission diplomatique. Donc, on avait sorti un article, deuxième article, après l'Union a été censurée. On a arrêté M. Yangari. Donc les gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans le livre, je reviens détail par détail. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est un peu les méthodes utilisées pour accéder à Port-Gentil, ville qui était barricadée et interdite d'accès à tous les journalistes. Et pour y entrer, j'ai dû utiliser le ruse, tout comme mon preneur d'image. On a utilisé des ruses et on est arrivé à Port-Gentil, l'un après l'autre, parce qu'on ne pouvait pas être ensemble. On devait savoir que c'était le journaliste qui allait en mission. Donc, si le preneur d'image et le journaliste arrivaient au même moment, on savait tout de suite que c'était pour une mission. Donc, l'un a dû voyager comme aujourd'hui et l'autre demain. Moi, j'étais le dernier arrivé. Et j'étais aussi le dernier à partir. Et au moment de partir, ça a été douloureux. Parce que je rends hommage à André Baobam, c'est dommage qu'il soit parti. Parce que j'ai été le seul à être arrivé là où il y a le Charmé. À Port-Gentil, là où il y a le Charmé.
Et vous n'imaginez pas ce que les journalistes d'investigation font pour accéder à l'information. Et pour accéder à l'information, j'ai dû faire des choses qui m'ont mis en désaccord avec ma conscience. Par exemple, je suis arrivé à Port-Gentil, et là-bas, en me faisant passer pour un officier supérieur, pour un capitaine. Donc j'arrive, et puis je vais à l'état-major, j'enlève cette tenue de capitaine, je vais en tant que journaliste, enfin en tant que citoyen, mais pas pour rencontrer officiellement. Et quand j'arrive à l'état-major de crise qui était à la marine, donc je vais tomber sur une jeune dame, il y avait beaucoup de dames d'ailleurs, et une jeune dame militaire qui était très jeune d'ailleurs, qui était capitaine, et ce qui va se passer, c'est que je vais comprendre que cette fille étant dans l'état-major, qu'elle connaissait forcément ce qui se passait. Combien de gens on avait tués et où on les avait enterrés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sortir la carte de la séduction. Donc, je vais devoir la séduire. Et je vais l'approcher en disant, bonjour madame, j'ai un renseignement. J'ai un renseignement. Elle dit, oui, je vous écoute. Parce qu'elle était sortie pour répondre au coup de fil à l'extérieur. Et elle a laissé ses supérieurs à l'intérieur. Donc, j'ai profité pour dire, madame, j'ai un renseignement. Elle dit, oui, je peux vous renseigner. Et j'ai dit, madame, quelle est la date du concours d'entrée dans votre cœur? Elle a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire. Et après, je vais faire quelque chose. Je savais qu'elle était militaire. Et je savais que c'était dangereux de l'afficher. Donc, je vais lui donner un prénom qui est dans le livre, parce qu'il ne donnerait jamais sa vraie identité, sinon ils vont la tuer. Et je vais dire, bon écoute, maman, on a échangé le contact, j'ai pris son numéro plutôt, et je vais dire, je vais t'appeler Léna. Elle dit, pourquoi Léna? J'ai dit non, parce que on va lier éternellement notre amour. Donc, quand vous voyez lier éternellement notre amour, ça donne Léna. Je dis, c'est comme ça que je t'appelle. Elle a éclaté de rire. Elle dit, votre cerveau fonctionne au cas de tout. Et le soir, on s'est retrouvés. Elle est venue à l'hôtel. Et j'ai dit, non, je suis un officier supérieur. Je suis venu pour enquêter, pour savoir un peu. Je suis un inspecteur des forces armées gabonaises. Donc, elle va être en confiance. Et elle va m'appeler mon capitaine. Elle était lieutenant plutôt. Donc, moi, capitaine, donc je suis son chef. Et donc, elle m'appelle, non, mon capitaine, mais elle ne savait pas qu'elle a fait à un journaliste. Parce que si j'avais dit que j'étais journaliste, elle aurait évité. Elle aurait évité de se confier à moi. Je crois qu'elle ne serait même pas venue à l'hôtel. Donc, premier jour, elle rentre. Deuxième jour, elle reste avec moi. Et troisième jour, je la mets en confiance. Et elle va m'amener donc au lieu où on a enterré les 82 personnes qu'ils ont tuées là. Et le gouvernement, à travers Jean-François Ndongo, alors ministre de l'Intérieur, avait déclaré 3 morts. Non, mais il y avait 82 qu'ils ont tués. Et ils les ont enterrés à Tchengue. À Tchengue, et à l'endroit où ils ont enterré les 82 personnes, ils ont construit maintenant une base militaire là-dessus. Donc les corps sont en bas. Mon Kassara sera le moment venu pour sortir les cadavres là. Donc cette fille va me donner ces informations. Elle va penser qu'elle a affaire à son chef. Mais sauf que plus tard, après avoir eu ces informations, je vais lui dire la vérité. Je dis, écoute, toi et moi, on a déjà quelque chose en commun. Tu es déjà une amie. On a une relation amoureuse. Je me dois de te protéger. Mais je te dis la vérité. Je suis journaliste d'investigation. Alors là, elle va pleurer. Elle dit, ah, waouh, je me suis confié à un journaliste. Ah, elle a eu peur. Je dis, ne panique pas. Toi et moi, on a maintenant un lien fort. On a des sentiments qui nous lient. Je ne peux pas te trahir. Bon, je vais arriver pour sortir de Port-Gentil, c'était compliqué. Parce qu'ils ont mis l'armée après, ils ont découvert que j'étais là. Vous savez que Port-Gentil, c'est une petite ville. Et il y a beaucoup de gens du sud là-bas. Donc, ils ont donné tout de suite l'information à Ndongo pour dire que Moulenda est en train d'enquêter sur le terrain. Et il a dit, vous me ramenez mort ou vif. Donc, bref, pour sortir là, il aura fallu même encore le concours de la fille. Bon, vous allez voir les détails dans le livre. Donc, bref. Mais sauf que, quand je rentre à Libreville, M. Yangari est arrêté. Et l'union est censurée, ma maison est cassée,
Et je suis réfugié dans une mission diplomatique pour éviter la mort. Et la fille suit tout ça. Elle a peur, elle se dit, mais si on l'arrête, il risque de me balancer peut-être. S'il a une arme à tempe, il va me balancer. Donc elle stresse, la pauvre jeune, dans le stress. Et on va communiquer par Skype, à l'époque, on utilisait plus Skype. Et je lui dirais, je ne vais jamais te trahir, même si j'ai le couteau à la gorge. Et je suis resté fidèle. Sauf que quand je sors de là, 3 ou 4 mois plus tard, il fallait qu'on se retrouve. Il fallait que je lui dise que notre amour était impossible. Parce que si on se mettait en couple, on aurait fait un lien entre les informations que j'avais reçues et elle. On aurait pensé que c'est elle qui m'a donné ça. En tout cas, le lien aurait été vite fait et elle aurait été dans le pétrin. Donc, je vais me retrouver avec elle à la marinée et puis on va se séparer à l'amiable parce que pour moi, ça a été quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, on a gardé de très bons rapports. Je savais que le chemin que moi j'avais choisi était incompatible avec elle pour une vie de couple avec une militaire. Hein, de surcroît, lieutenant, je ne sais pas, elle est devenue officier supérieur, semble-t-il, j'ai appris ça, avec les autres collègues qui étaient là. Bref. Donc, après, les choses vont se compliquer. Je vais démissionner de l'Union plus tard parce qu'Ali Bongo, ça n'a pas marché avec les crimes militaires. Bref, après, c'est le chemin de l'exil. Vous avez vu la partie où la dernière partie que j'ai publiée sur ma page Facebook là. Ce sont les dernières parties qui précédaient. Parce que je savais que j'avais un choix entre... Je savais que j'avais deux destinations possibles. Soit le cimetière, soit l'exil. Donc, je savais que j'avais... Ou je partais au cimetière ou l'exil. Mais je n'avais pas pensé tout de suite à l'exil. Je vous assure que je n'avais jamais pensé quitter mon pays pour aller vivre ailleurs. Parce que je savais que je serais vulnérable dans ce pays-là. Donc pour moi, c'était la mort. Mais je m'étais préparé à mourir en héros. Et j'avais dit à mes collaborateurs, ceux qui étaient avec moi à la rédaction, ceux que j'encadrais, les journalistes que j'ai formés, tout ça, je leur avais dit que c'est fort probable que je meure, mais j'aimerais que vous continuiez à animer le journal. Et j'ai fait le tour du Gabon, le dernier voyage dans le Gabon profond, pour dire adieu à ceux qui étaient là pour m'assister dans le fonctionnement du journal. Et il fallait absolument que je leur dise au revoir, parce que forcément, Ali Bongo allait me tuer. Puisque j'avais des informations précises. Il y avait des officiers supérieurs qui m'avaient déjà prévenu. Mais ce qui est bon, c'est qu'il va se passer là-dedans, quand on arrive à... Quand j'ai fait le tour du Gabon, l'avant-dernière étape, ça va être Bongoville, au village d'Adeline. Adeline, c'est cette femme qui vit avec moi au Gabon. Donc, je vais aller dire au revoir à sa maman, parce qu'elle m'avait accueilli comme son fils. Ce n'était pas facile en pays batéké d'accueillir un opposant dans la famille, ce n'était pas évident. Tout le monde était contre moi sauf elle. Elle avait dit, je respecte le choix de ma fille, je ne veux pas la contrarier. Donc, pour moi, mourir sans lui avoir dit au revoir, ou partir en exil sans lui avoir dit au revoir, ça allait être un peu méchant. Je suis parti dire au revoir, et au sorti de Bongoville, j'ai tracé pour mon dernière étape. Et vous savez, j'avais été élu au conseil départemental, j'ai dû laisser celui qui venait après moi pour prendre le poste, de conseiller, et il y a eu des rituels d'adieu pratiquement qui ont été faits. Et après, la suite, vous la connaissez, c'était l'exil, parce que ça s'est présenté au dernier moment. Donc, dans la nuit du 27 décembre 2014, quand ils ont envoyé l'escadron La Mort pour venir me tuer à domicile, et quand j'ai été alerté par un officier supérieur de forces armées gabonaises de partir de la maison, donc quand je suis revenu le 28, j'ai compris que c'était compliqué, il fallait préparer le départ. Et le 28, là, je suis allé à l'ambassade de France. On m'a refusé le visa parce que là-bas, il y avait un blanc qui est maintenant aujourd'hui ambassadeur du Gabon en Italie, Eric Chenel, qui supervisait également l'Union. C'était le grand ami d'Ali Bongo. Donc, il a tout fait pour que je ne puisse pas avoir le visa. Et pourtant, le consul m'avait déjà pratiquement accordé le visa, mais ça a été annulé au dernier moment. Et je savais que j'allais mourir. Donc, pour moi, et mes documents ayant été confisqués donc dans ma tête, bref, je devais aller nulle part. Mais il y a eu
un rebondissement, il y a eu quelque chose qui s'est passé et je me suis retrouvé donc sur le chemin de l'exil, le chemin escarpé de l'exil. Bref. Donc le tome 2, ça va de ces moments-là, de ces choses cachées, de ces crimes sur lesquels les gens enquêtaient pendant 14 ans environ à l'Union. 14 ans à l'Union, plus 2 ans à effet divers et Côte du Nord, ça fait 15 ans, et ça fait 16 ans. Donc, ça part de là. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans. Et la grande leçon que donne ce deuxième livre, c'est une leçon de patriotisme de nos Gabonais. Pour dire que même si vous avez quelque chose, même si vous vivez, vous avez tout ce qu'il faut, il faut toujours avoir de l'empathie. Parce que demain, vous pouvez tout perdre. Vous imaginez, je me retrouve en exil aujourd'hui, je deviens la risée des personnes qui n'ont jamais obtenu ce que moi j'ai obtenu. Parce qu'elles m'ont jamais connu, ces personnes. Donc, on me traite de tout. Bref, j'ai accepté. Toutes les pierres qu'on me lance, je les ramasse, je les assemble pour construire un avenir radieux. Et c'est ce que je fais en disant, ben, je suis en exil. Mes conditions sécuritaires ne me permettent pas d'aller travailler n'importe où. Et il fallait donc chercher une profession libérale qui peut me permettre de travailler donc loin, pas sans avoir besoin d'être présent quelque part. Et il n'y a pas mieux qu'écrivain. Donc c'est la deuxième profession que j'embrasse sans quitter le journalisme. Je reste journaliste, de toute façon j'ai toujours mon journal de Matin d'Afrique. Donc, dans un premier temps, on va lancer ce livre-là, tome 1, tome 2, parce qu'il faut quand même une histoire, il faut qu'on sache, qu'on se pose la question, mais l'écrivain c'est qui? Et puis, je voudrais quand même une chose. J'étais à l'école, je n'ai étudié que les œuvres des écrivains étrangers. J'aimerais qu'au Gabon, on étudie les œuvres des étudiants, des écrivains gabonais. L'une des motivations, c'est ça. Que les enfants du Gabon puissent étudier les œuvres gabonaises, faites par des Gabonais pour des Gabonais. Donc, et là-dedans, vous allez trouver, c'est le tome 2 qui est un peu plus politique, hein, parce qu'il y a l'engagement, mais le tome 1, je crois que ce soit à l'université, bien dans le lycée, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc, j'aimerais ça. Donc, tome 1, tome 2, il y a le livre des proverbes, puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé ça, évidemment, je vais écrire le livre des proverbes. La sagesse du grand-père, c'est déjà presque à la fin. Et donc, il faut que les livres de proverbes sortent. Il y a le livre sur Mumbina. Et ce que vous attendez, Mumbina. Je vous ai entendu. On va sortir un ouvrage sur Mumbina. Mais j'aimerais, ce soir, je lance un appel aux Gabonais qui sont intéressés par le domaine du dessin, parce que il faut qu'on ait une image de Mumbina. J'avais déjà lancé un truc et il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une bande dessinée. En dehors du livre, pour les grands, on va faire un livre, les contes de Mumbina. Parce qu'il y a toujours une leçon, il y a une grande leçon à la fin. C'est pourquoi j'ai choisi, à chaque fois qu'il y a une intervention, chaque fois qu'il y a une sensibilisation, ça s'accompagne à la fin d'un conte de Mumbina. Parce que nous, on a été élevés au village. Et là, on a été élevés au village, c'était les contes. Nos parents nous racontaient des histoires. On n'a pas connu la télévision, hein, je vous dis, je n'ai pas honte de vous le dire. Là où j'ai grandi, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait ni électricité ni eau courante. Donc, c'était le soir venu, autour du feu, au clair de lune, que les grands-parents nous racontaient des histoires qui étaient pleines de sagesse et de moralité. C'était pour nous permettre d'avoir une attitude par rapport à un comportement donné. Donc, Mumbina, ici, ce sera pour nous ramener à nos sources. Parce que c'est important aujourd'hui. Mais je déplore, lorsque je fais
une intervention. Ça, je l'ai compris. Parce que je me suis posé la question. Est-ce que les Gabonais sont contre la culture? Je pense au départ que c'était ça. Parce que quand je parle, si nous sommes par exemple 1000 personnes, et quand je passe à Mumbina, ça baisse. Ça vient, par exemple, à 700. Bon. Et puis, c'est un ami qui est au renseignement qui m'a dit non, en fait, ceux qui viennent, ceux qui se déconnectent brusquement, ce sont les agents de renseignement. Parce que ce qui les intéresse, c'est le message que tu viens véhiculer, parce qu'ils notent, ils rendent compte à leur responsable hiérarchique. Ah, j'ai compris. Parce que ça allait me décourager. Donc, le Gabonais lui-même a encore besoin de cette culture. Le Gabonais a besoin d'être idiot parce que nous avons tout perdu aujourd'hui. Nous sommes une société en pleine perdition. En pleine déperdition. Ce n'est pas normal. Il faut ramener les fondamentaux. On ne cultive plus l'intelligence. Parce que le danger aujourd'hui avec le numérique, c'est que les gens choisissent la facilité. Nous, à notre époque, il n'y avait pas de numérique. Le numérique n'existait pas. Il n'y avait pas Internet. Mais nous étions intelligents. On allait consulter le dictionnaire pour savoir le sens des mots. Aujourd'hui, les gens, ils se sentent beaucoup abrutis. On dirait que le numérique est venu abrutir les gens, rendre les gens plus paresseux que par le passé. Et pourtant, quand vous avez votre téléphone, vous avez Google, vous pouvez aller à Google pour chercher le sens des mots. Par exemple, le terme barricadé, vous pouvez aller dans Google, synonyme de barricadé, vous allez trouver. Or, aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. Pourtant, ils ont tout a été facilité. Je ne comprends pas. Et je suis pour cela, en disant, on doit lancer des ouvrages pour essayer de rendre les enfants gabonais encore plus intelligents. Et donc, Mumbina, la version des grands, ce sera le livre, les contes là. Mais pour la version des enfants, il faut qu'on pense à une bande dessinée et un dessin animé. Donc ça, je voudrais que les Gabonais qui sont intéressés se joignent à ce projet. Je commençais à écrire déjà Mumbina, là ça va être à la fin. Mais la version BD, il faut que ça sorte en version BD. Comme on a vu, en bande dessinée aussi, comme avec Kirikou. Il y a quelqu'un, j'ai pas eu le temps de suivre Kirikou, j'ai jamais eu l'occasion de suivre Kirikou, mais j'ai entendu parler de Kirikou. Mais c'est les West Africains. Regardez comment les West Africains sont intelligents. Mais nous, on n'en est pas moins quand même. Donc il faut qu'on ait des gens. Il nous faut lancer. Il faut qu'on crée. Mais dans quel domaine, nous, on va être bon? Il faudrait que les Gabonais osent. Regardez même au niveau de la musique. Combien d'artistes gabonais font fureur à l'extérieur aujourd'hui? Mais on doit toujours être dernier? Non. Donc, il nous faut, absolument, c'est pourquoi je pensais que Mumbina doit être en plusieurs versions. Version livre pour les adultes, version bande dessinée et dessin animé pour les enfants. Parce que ça va leur inculquer ce nombre de valeurs. Vous savez que les enfants retiennent, les enfants, en France par exemple, les enfants réfléchissent beaucoup en regardant les dessins animés, ça les rend plus intelligents. Comme nous, on arrive à acquérir notre intelligence à travers des contes qui nous étaient racontés par nos parents au village. Donc ça, c'est très important qu'on le fasse. S'il y a quelqu'un qui voudrait prêter main forte, naturellement, je sais que c'est un projet porteur, que ça va forcément rapporter quelque chose et que la personne ne regrettera pas parce que la personne n'aura pas travaillé gratuitement. Donc, ce soir, s'il y a quelqu'un qui est motivé par rapport à ces projets de bandes dessinées, de Mumbina et des dessins animés, alors, ce serait le bienvenu. Parce qu'il ne faut pas qu'on me reproche, on me dira, oui, mais il a préféré prendre seulement les étrangers, il a préféré travailler avec les étrangers. Pour moi, j'estime que c'est une affaire des Gabonais et que ce serait intéressant que ce soit fait par les Gabonais. Je sais qu'il y a un Français qui est déjà spécialisé, je l'ai suivi sur RFI la semaine dernière, qui est spécialisé dans ce genre d'œuvre. Je peux bien le contacter, mais lui, je voudrais qu'il vienne en appui plus tard, mais que le travail soit fait en amont par les Gabonais. Et qu'on dise, ben, enfin, les Gabonais ont pu faire quelque chose de formidable. Enfin, on ne parle pas du Gabon qu'en mal. Donc, voilà en ce qui concerne Mumbina. Pour les proverbes, naturellement, on va réfléchir aussi à une version, on va mettre les proverbes aussi en bande dessinée, c'est important, parce que les enfants doivent acquérir ça. Les proverbes permettent souvent même de dénoncer une situation avec beaucoup de subtilité. Ça, c'est très important. Et moi, en pays qu'ici, comme dans beaucoup d'autres communautés, les gens s'expriment plus en proverbes.
Ça, ceux qui ont été en pays d'ici vont vous le dire. Donc ça aussi, c'est un bon chantier, porteur d'espoir. Et je souhaiterais travailler avec les Gabonais, avec les Africains qui pourront mettre en œuvre donc ces projets. Donc il y a ça, il y a aussi un ouvrage que j'ai déjà écrit, parce que j'écris beaucoup la nuit, contrairement à ce que les gens pensent. Je ne passe pas mon temps sur les femmes. Hein. Je sais que les esprits tordus pensent que Moulenda, comme il y a beaucoup de femmes sur sa page qui passent toute la nuit sur les femmes, non. J'écris beaucoup la nuit. Hein. Il y a des gens qui me voient connecté à 2h, 3h du matin. Je travaille beaucoup. Donc, en ce qui concerne, j'ai un 5e ouvrage là, c'est Adèle. Voilà, Adèle, c'est l'histoire d'une orpheline, une fille qui a connu la mort de ses parents et qui a été malmenée par sa tante, tout ça. Ça, c'est toujours du vécu. C'est des choses que j'ai vécues, donc que je raconte avec aisance, comme je raconte dans le tome 1 et tome 2, parce que ce sont des choses que j'ai vécues, donc ça sort facilement. Et je peux écrire en une nuit même 5, 6, 7 pages dans la nuit. Je le fais, souvent j'écris beaucoup, je suis prolixe d'ailleurs. Donc, il y a Adèle, il y a également un ouvrage que je consacrais à un jeune homme qui était dans un village à Mekambo. Je crois que c'est à 30 km de Mekambo, je n'ai pas le nom en tête parce que ça fait quand même... Et ce jeune homme avait sa grand-mère, comme dans toute la société africaine. Il taquinait sa grand-mère. Moi, je l'ai fait. Avec ma grand-mère, Mamkoum, je passais le temps à chahuter. Je prenais sa canne, je la cachais. Bref, donc, c'est des relations comme ça entre grand-mère et petit-fils ou grand-père et petit-fils ou petite-fille. C'est des relations toujours conflictuelles. Même l'omission d'une commission suffit à déclencher la tempête. Donc, ce jeune homme-là était parmi ceux-là. Il était toujours en bisbille avec sa grand-mère. Et quand sa grand-mère est décédée, on l'a enterré derrière la maison. Donc, on a enterré sa grand-mère derrière la maison. Et on a cimenté donc la tombe. Et lui, quand il allait boire sa régabe, quand il revenait, quand il faisait chaud, il sortait, il restait juste en culotte et il s'allongeait là sur la tombe. Les gens disaient, oui, mais tu as bu, c'est pas normal que tu viennes t'allonger là. Machin, il faut respecter les morts. Et puis, parfois, il parlait comme en termes de blague, il dit, ah, elle est déjà pourrie, elle est morte, il n'y a plus rien là, machin. Il n'y a que les os là-bas. Sans savoir, il profanait la tombe. Et un jour, il est allé boire, il est venu dormir là, et la pluie l'a chassé, donc il a commencé à pleuvoir. Il est rentré maintenant dormir dans la chambre. Et quand il est rentré dormir dans la chambre, quelques temps après, il voit surgir sa grand-mère. C'est une histoire authentique. Hein. Demandez aux gens qui sont... j'ai les photos avec moi. Hein. Donc, il voit surgir sa grand-mère qui pousse la porte. La grand-mère décédée, qui vient, qui pousse la porte. Et qui vient au lit pour l'attaquer. Donc, lui, il repousse la grand-mère. Et il ramasse un couteau. Il avait un couteau dans la chambre. Et il prend le couteau, il tente d'enfoncer la grand-mère au niveau du ventre. Et malheureusement, quand il enfonce le couteau sur le ventre de sa grand-mère, c'est plutôt son ventre qui s'ouvre. Et les intestins dehors. On l'a amené à l'hôpital, quelques temps après il est mort. Bref. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Naturellement, il y a aussi des ouvrages sur les crimes au Gabon, hein, ça c'est important, ça viendra. Mais pour le moment, je commence avec, je vais de manière méthodique. Il y a aussi des histoires qui ont retenu mon attention à travers le monde. Je ne voudrais pas être un écrivain fermé, introverti seulement sur le Gabon. S'il y a des situations qui m'intéressent ailleurs, je vais écrire. Parce que nous sommes aujourd'hui des citoyens du monde. On ne se contente plus seulement de son petit milieu. Il faut sortir complètement, il faut s'enrichir. Donc j'avais suivi un documentaire sur la Colombie. Je suis beaucoup, avant de dormir, je regarde beaucoup parce que je suis quelqu'un qui se cultive beaucoup. J'avais suivi un documentaire sur un jeune homme qui vivait à Medellín, c'est une ville colombienne.
et où il y a beaucoup d'insécurité, où il pouvait avoir jusqu'à 20 crimes par jour. Il y a le règlement de compte entre cartels et drogue. Et il y a eu donc un jeune homme qui vivait là-bas, mais on a tué toute sa famille. Il est resté seul au monde. Il est resté seul au monde. Et tous ses amis aussi qui étaient avec lui. Donc, lui, pour se venger, on a tué son père, on a tué sa mère, on a tué ses frères, on a tué ses soeurs. Donc, pour se venger, lui aussi, il est devenu un tueur à l'âge de 13 ans. Et après, on tuait ses amis, petit à petit. Lui, il a été vraiment miraculeux. Et un jour, la télévision française est allée faire le reportage là-bas, est venue à diffuser le reportage, et il y a une jeune Française qui a suivi donc, le film en question. Elle est tombée amoureuse, elle a fait venir, bref. Et le gars, il est là-bas en France, hein, il est en France. Je l'ai écrit sur Facebook parce qu'il a repris sa vie à zéro. Il est exilé aussi. Il est exilé sans avoir eu le statut parce qu'on estimait que quand même il a commis des crimes. Mais il s'est reconverti, il est devenu maçon. Donc c'est pour parler un peu de voir comment démontrer ici que seuls les imbéciles ne changent pas. Et que nous aussi on pense qu'on est dans les difficultés plus que les autres, mais il y a d'autres qui souffrent plus que nous, mais sauf qu'ils souffrent in petto, ils ne font pas ressentir ça, ou ils ne font pas de leurs problèmes une tracasserie générale. Donc bref, il y a ça. Il y a aussi un autre sujet que j'avais vu, c'est au Mexique. Une jeune dame qui était très belle et issue d'une famille très pauvre. Et elle était devenue l'espoir de toute sa famille. Elle a été élue Miss dans son pays. Elle devait participer au concours Miss Univers. Et elle devait même gagner, elle était parmi les candidates favorites. Mais à l'anniversaire de son copain l'a assassiné avec sa soeur aussi. Et du coup, les espoirs se sont brisés. Donc, il y a eu ça, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est une merveilleuse aventure. Je me lance souvent des défis. Dans la vie, il faut toujours avoir des défis. Au moment où on pense que tu es fini, il faut rebondir. Parce qu'ils sont nombreux qui ont vendu cher ma peau. Ils n'ont pas vendu cher ma peau, hein, ils l'ont vendu très moins cher d'ailleurs. Donc, je reste engagé parce qu'on retrouvera les écrits de ce journaliste qui connaît le pays par cœur. Le Gabon, je le connais comme ma poche. Franchement, il n'y a pas une nouvelle province qu'on a créée après mon départ. Donc, vous retrouverez ici, je crois que c'est une valeur ajoutée à ces combats aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on pourra dénoncer à travers les livres. Qui vont avoir un impact à l'international parce que les éditeurs que j'ai contactés, c'est parmi les grands éditeurs de France et qui sont implantés dans le monde entier. Et ce qui sera fait, c'est que on traduira des livres qui sont très importants dans plusieurs langues pour faire passer le message du Gabon, le message de l'Afrique dans le monde. Certains livres vont être les messagers de l'Afrique dans le monde parce qu'il y a des choses pour la faire savoir. Je serai amené naturellement en tant que panafricaniste à voyager à travers l'Afrique quand je pourrai le faire, pour écrire sur certains sujets ou à recourir à mes réseaux. Bref, ça va être ça. Donc, c'est un nouveau challenge que je me fixe, sans esprit revanchard, parce que les gens vont avoir peur. Ah oui, mais il va signer un contrat avec les grands. Ah, il va maintenant nous régler les comptes. Je ne veux pas ça. Je vais toujours garder la même probité morale, je vais garder toujours le même esprit d'équité, le même sens de partialité qui m'a toujours animé dans le journalisme, même si d'aucuns ont tenté de me peindre en noir. Mais vous savez vous-même que quand quelqu'un a une destinée, elle se réalise. On peut retarder la destinée de quelqu'un, mais on ne peut pas l'empêcher. Et je crois j'ai été ému en voyant toutes ces réponses-là parce que j'ai avec moi pratiquement, j'ai l'embarras du choix. Hein. Franchement, parmi les grands éditeurs qui m'ont répondu, j'ai pu sélectionner seulement 7 là. Et sur les 7, il faut que j'ai trie pour signer le contrat. Donc, voilà, une nouvelle aventure passionnante, une merveilleuse aventure qui doit honorer le Gabon,
j'aimerais qu'on cite le Gabon aussi en référence, parce qu'il y a des pays qu'on identifie à travers leurs écrivains, et puis à travers leurs artistes, être l'ambassadeur d'un pays, être l'ambassadeur d'un continent, dans le domaine littéraire, c'est une fierté. Bon, j'avoue que je ne suis pas surpris d'ailleurs, hein. De toute façon, je connais mes capacités. Ceux qui ont travaillé avec moi savent mes capacités. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis égaré dans ce combat en me commettant, en fréquentant des personnes qui ne méritaient pas du tout ma compagnie. Et ça a failli l'éteindre, mais j'ai réajusté le tir. Et comme je l'ai dit l'autre jour à un ami, quand j'étais au Gabon, on n'entendait pas parler de moi en mal. C'est arrivé en exil que j'ai vu maintenant. Tout ce monde-là, des gens qui se proclament qu'on connaît Jonas, mais ceci. Bon, bref. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Et vous demander aussi d'être battant comme moi. Je ne croise pas les bras. J'ai entendu les gens dire beaucoup de choses sur moi. Il ne veut pas travailler. Il est paresseux. Machin, je n'ai jamais été paresseux. J'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans. De 15 ans à 37 ans, je n'ai jamais eu à dépendre de qui que ce soit. Mais sauf que pour travailler, il fallait trouver un métier où je suis protégé, où ma sécurité est garantie, où je ne suis pas obligé de me déplacer chaque matin pour aller à tel endroit. Parce qu'une fois que les gens du Gabon découvrent que je travaille à tel endroit, ils vont envoyer des gens pour me filer, soit m'abattre en chemin ou localiser ma maison. Et ça a été le plus difficile. Et je sais que mes enfants payent un autre tribut, ma famille paye un autre tribut, parce que naturellement, je ne peux plus honorer cet nombre d'engagement comme tout père de famille, mais vous savez, c'est un passage obligé. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'aimer et récolter le même jour. Il y a toujours un temps. Et ça, je voudrais que vous fassiez de ma patience, de ma résilience, de ma persévérance, une vertu cardinale pour vous, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous tombez, vous vous relevez. Ne vous découragez jamais. Tant que vous vivez, il faut avoir cet espoir-là. Parfois, j'avais l'impression de tourner en rond. J'avais l'impression de ne pas trouver mes repères à l'extérieur. Mais avec un peu plus de réflexion et en analysant un peu mes capacités personnelles, j'ai compris que je pouvais faire des choses peut-être mieux que ce que je fais. J'ai lancé une merveilleuse aventure médiatique au Gabon avec Fait divers, qui a rencontré un succès fulgurant, qui est le premier d'ailleurs sur le marché au Gabon. Les gens connaissent mes capacités, même si on a tenté de me peindre en noir. C'est de bonnes guerres, c'est le régime du Gabon qui est comme ça, qui ne veut pas reconnaître les valeurs. Mais écoutez, on ne peut pas éteindre toutes les lumières comme ça, et ça ne marche pas. Donc, voilà, je réitère mon souhait de collaborer avec des Gabonais dans le cadre de ce projet sur la mise en œuvre d'une bande dessinée de Mumbina, d'un film documentaire aussi, hein, d'un dessin animé Mumbina. J'aimerais vraiment qu'il y ait des Gabonais qui collaborent là-dessus. S'il y a des gens qui sont forts en dessin animé, qui peuvent apporter leur contribution, qui peuvent dessiner Mumbina, bon, naturellement, demain ça va forcément payer. Je sais que ça rencontrera un succès au-delà de nos frontières gabonaises. Parce que les éditeurs que j'ai choisis, avec lesquels je vais signer le contrat, ce sont des éditeurs qui sont connus à l'échelle internationale. Donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher. Je voulais dire merci ce soir à ceux qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours cru en moi, qui m'ont toujours aussi poussé à écrire. Je pense particulièrement à mon petit frère Joski Ondoluemba, qui lui aussi s'est lancé dans le journalisme et dans l'écriture. Et pas plus tard qu'il avait discuté au téléphone. Et il m'a souvent dit, grand frère, écris, tu as une forte plume, tu as une grande plume. Quoi qu'on dise de toi, mais tu as une forte plume. Écris. Les histoires des vidéos là, ok, fais, mais écris. Il m'a toujours poussé. Et je voulais rendre hommage à ce garçon qui a connu une enfance difficile.
parce qu'il fait partie des enfants qui ont subi les crimes rituels. Son père avait été mangé par Mbantem qui est en prison là. Et lui, il était encore enfant, je ne sais pas, il avait peut-être 3 ans. Il avait accompagné son père là, son père l'avait amené. Et il devait aussi être mangé. Et cet enfant s'est miraculé. Aujourd'hui, il est en France, il s'est lancé dans le journalisme, il a tout mon soutien, et il m'a toujours exhorté à aller. Et je voulais dire merci particulièrement à ces gars-là. Merci aux autres personnes qui m'ont aussi souvent soutenu, parce qu'elles constituent ma source d'inspiration. Je pense particulièrement à Mont Blanc des Nimongo. Hein? Il y a un blanc, j'ai dit blanc parce qu'il a une peau blanche, mais il est Michogo quand même. Hein? Il est Michogo. Voilà, hein? Il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Hein? Il est Michogo saoudien. Voilà. Donc, il est aux États-Unis et il m'a toujours beaucoup encouragé pour faire tout ce que je fais comme boulot dans l'intérêt du Gabon. Et du coup, c'est un apport. Les Gabonais de cette... les Gabonais de ça, Trump, je ne connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup. Et quelqu'un qui sait souvent, même dans les difficultés, il a toujours été là pour m'apporter son soutien. Même quand j'avais annoncé que je partais en Ukraine, il a pleuré quand je lui ai dit que je partais en Ukraine. Non, franchement, il n'a pas su que c'est bien fait pour sa gueule. En tout cas, c'est bien fait pour sa gueule. Donc, il m'a toujours soutenu, il a toujours été là pour dire, écoute, il faut te battre, il faut faire ceci, il faut... Bon, on a besoin, quand on arrive à l'exil dans ces conditions difficiles, on a souvent besoin d'avoir des personnes qui nous soutiennent et qui sont là, ma foi, malgré les difficultés, pour dire non, ça va aller, il ne faut pas lâcher, il faut tenir. Donc, franchement, les Gabonais, comme lui, je n'en ai pas connu beaucoup en exil. Ils sont rares. Hein? Ils sont très rares parce que ceux que j'ai connus, il n'y a que ceux qui me tirent vers le bas. Ils ne sont pas nombreux. Je suis en train de tirer vers le bas. Ils n'aiment pas que quelqu'un réussisse parce que dans leur esprit, il faut toujours combattre, il faut toujours faire en sorte que l'autre n'avance pas. Et on tire le tapis sur lequel il marche pour qu'il tombe. Donc, franchement, je voulais dire merci à Aristide. Hein? C'est Aristide dont il s'agit ici. Hein? Qui est à Brooklyn. C'est vraiment un frère. Et je ne suis pas de nature à oublier le bien que les gens font. Je voulais dire merci ce soir. Merci aussi, en dehors d'Aristide, merci à Fils de Pog. Parce que Fils de Pog, il fait partie de ceux-là qui m'ont souvent appelé. Et quand il constate même quelques jours, je ne suis pas là. Merci à vous tous qui avez toujours été présents sur la page pour m'encourager. Et j'espère qu'on va, dans ce nouveau challenge, vous serez toujours derrière moi. Parce que c'est le Gabon qui gagnera hein, par de l'atout. C'est le Gabon. On parlera du Gabon en termes de maîtrise littéraire. Bon, moi, mon nom, c'est rien dans cet océan. Mais c'est le Gabon qui est plus important pour moi ici. J'ai vu que l'année dernière, ce sont les Sénégalais qui ont été primés. Mais j'aimerais que nous aussi au Gabon, on soit primés, qu'il y ait un Gabonais qui obtienne un prix littéraire parce que nous avons des bonnes plumes. Mais comme c'est un pays où on réussit parce qu'on est d'une famille, parce qu'on est poussé, mais moi je voudrais démontrer ici qu'on peut aller plus loin sans besoin d'être poussé. Et comme je l'ai dit l'autre jour, dans le journalisme, je me suis construit seul dans la société. J'ai avancé seul, je n'ai jamais voulu être soutenu, poussé par les gens. Pour arriver à tel endroit, il faut une recommandation, des recommandations. Je n'ai jamais voulu ça, parce que quand la personne n'est plus là, vous stoppez, vous arrêtez à ce niveau. Donc, j'aimerais que vous les jeunes qui nous suivez, que vous puissiez
avoir cet esprit en disant, je dois réussir seul. Je dois avancer seul, je ne dois pas avoir des gens qui me poussent. Il faut avoir un mentor dans la loge, dans la politique. Il faut être appelé à évoluer dans l'adversité pour être fort. L'adversité nous renforce. Et l'honnêteté aussi, la dignité, l'intégrité, ça paye, quel que soit ce qui peut arriver. Donc, il ne faut pas vous décourager. Je sais que nous sommes dans un pays où les choses sont devenues compliquées, où il faut, pour réussir, il faut entrer dans les loges maçonniques. Donc, il faut toujours intégrer des loges maçonniques, mais il faut réussir. Moi, j'aimerais être cet exemple de cet enfant issu d'une famille pauvre qui parle du bas de l'échelle sociale pour aller jusqu'au sommet. Et en ce qui concerne le journalisme, j'ai une fierté parce que aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle carrière, mais je n'ai plus rien à prouver sur le plan journalistique parce que j'ai occupé la plus haute fonction, c'est directeur de la rédaction, je l'ai occupé. Je suis arrivé, donc je suis parti du summum en gravissant des escaliers sans sauter les marches. J'ai commencé comme correspondant, pigiste permanent, stagiaire, journaliste plein. Je suis passé par toutes les... Et j'aimerais que les Gabonais prennent cet exemple. Et je n'ai eu comme seul pilier le professionnalisme. Ce qui faisait qu'à l'Union, quand on était favorable à recruter des journalistes pélégistes, moi j'étais là, en tant qu'opposant, parce que j'étais bon et ils ne pouvaient pas faire sans moi. Et ça a été ma fierté. Même quand Ali Bongo est arrivé, quand il a acheté l'Union en 2009, quand il a demandé qu'on me vire, le blanc est allé le voir pour dire, Monsieur le Président, il est opposant, d'accord, c'est une tête brûlée, d'accord, il vous donne les mots de tête, d'accord, mais il bosse, c'est un grand bosseur. La preuve, c'est que quand je suis parti, on m'a remplacé par 6 personnes. Hein? Et après, ils n'ont pas pu gérer le service, ils ont changé. Ils ont même supprimé le service. Donc, j'étais là, et mon seul parrain, c'était la qualité du travail. Je l'ai dit même quand j'ai démissionné, pour aller dans beaucoup de ma lettre. Et j'aimerais que les Gabonais réussissent comme ça, qu'on réussisse à partir du mérite, qu'on n'ait pas à utiliser des couloirs obscurs. Franchement, ces chemins les plus courts là ne sont pas forcément les plus sûrs. Et prenez cet exemple-là. Quand je ne serai plus là, j'aimerais qu'on dise, ah, il y a eu quelqu'un qui était d'une famille pauvre, mais qui ne comptait que sur lui-même pour réussir. Et qui n'a pas eu besoin d'aller dans la loge maçonnique, qui n'a pas eu besoin de devenir recto verso, mais qui est resté comme ça. Donc, j'aimerais, ce que je fais là, c'est un exemple que je vous donne. Un exemple pour vous, les jeunes, parce que j'ai plus de 43 saisons sèches maintenant aujourd'hui. Donc, je parle en termes de vœux pour vous. L'espérance de vie au Gabon, c'est 50 ans. Donc, je suis arrivé à 43 ans déjà. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu atteindre 43 ans, qui sont partis. Moi, j'ai eu la chance d'être là, malgré tout ce qu'il y a. Mais, chaque jour que je pose un acte, sachez qu'il y a un acte, c'est un acte réfléchi, parce qu'il y a un message. Quand vous voyez, parfois il y a des messages, je ne suis pas obligé de parler. Rien qu'une photo que je poste, ça peut être expressif. Je suis un communicateur. Donc, quand je pose un acte, réfléchissez. Je sais que notre quotient intellectuel a beaucoup baissé, parce qu'on a été abruti par ces systèmes. Mais j'aimerais contribuer à redorer le blason. J'aimerais apporter un plus pour que le Gabonais devienne encore cet élève intelligent qui était apprécié dans les autres universités et qu'on ne soit plus là à nous dire bête comme un Gabonais. Ça me fait mal. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé ces nouveaux challenges et je compte sur vous pour me soutenir dans ce challenge-là parce que il engage aussi le Gabon. Il y va aussi de notre image. Et encore une fois de plus, merci à vous qui avez toujours été là. Merci à ma famille, merci à mes enfants qui souffrent de beaucoup de privations. Merci à ceux qui ont toujours cru en moi. Je pardonne à ceux qui ont toujours pensé du mal de moi, qui ont toujours pensé que j'étais là
comme un simple parasite, non. J'ai des capacités et quand on me met dans un environnement favorable, je suis productif. Ceux qui me connaissent, demandez à Désiré-Nam, il sait qui je suis sur le plan professionnel, comme l'un des produire. Le premier numéro de faits divers, je l'avais préparé seul. Le premier numéro de faits divers, là, avant de recruter des gens, je l'ai fait seul. Donc, dans ce pays-là, il y a des monstres d'écriture. Mais il faut seulement compter sur eux. Il faut les soutenir quand ils ont besoin de vous. Quand j'aurai besoin de vous, je n'hésiterai pas de venir vers vous pour vous dire que j'ai besoin de vous. Parce que par-delà tout, par-dessus les considérations partisanes, et je l'ai dit même en ce qui concerne l'œuvre que je voulais faire en sollicitant votre collaboration, je ne cherche pas à savoir si quelqu'un est au PDG ou quelqu'un, ça ne me regarde pas. C'est le Gabon qui est important pour moi. Je vous ai parlé de Makoukou, par exemple. Dans mon livre, vous allez retrouver que presque, je parle de toutes les villes du Gabon. Je ne parle pas que de Mandji. C'est vrai qu'il y a une bonne partie de Mandji parce que c'est là où j'ai grandi. C'est normal que je commence à parler de Mandji parce que le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Donc, c'est normal que je parle de Mandji parce que c'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi. Et après, je parle de tout le Gabon parce que moi, je porte les 3 couleurs, le vert, jaune, bleu. Et je m'identifie en tant que Gabonais, pas seulement en tant que Guissir de Mandji. Non, j'aime pas. Et même quand on me dit Guissir de Mandji, je me fâche. Je dis je suis Guissir tout court. Et que quand je parle, chaque Gabonais doit se retrouver en moi. Quand je parle, il faut qu'un Michogo se retrouve en moi. Il faut qu'un Massango se retrouve en moi. Il faut qu'un Fan se retrouve en moi. D'abord, je suis Liban de Chimazon, que vous le savez très bien. Donc, vraiment, parce que j'aimerais qu'on construise un Gabon différent de celui-là. Je ne suis pas content de voir ça. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai chicoté Fangema, parce que franchement, ce gars-là m'énerve. C'est un gars que je connais très bien. Il soutient du n'importe quoi. Et je ne suis pas d'accord. Donc, je veux qu'on ait un Gabon débarrassé de ces oripeaux-là. Un Gabon où tout le monde va pouvoir avoir un sourire de joie et non le rictus de peine qu'on constate aujourd'hui. Donc, c'est ça ma source d'inspiration. Et je dis tout simplement que, quel que soit ce qui arrive, hein, quel que soit ce qu'on peut subir, il y a toujours l'honnêteté. Restez intègre, j'insiste là-dessus. Les jeunes filles, les histoires de placement, arrêtez ça. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les histoires de crimes rituels, arrêtez ça. C'est l'effort personnel qui va vous permettre d'avoir votre salut. C'est en réfléchissant. On essaie de réfléchir. Même quand on est dans un trou noir, ne perdez pas de vue que on va sortir de cette période sombre. Moi, je suis de ceux qui ont toujours pensé comme ça. Quand j'ai vu les gens dire des choses, j'étais là, j'ai dit, oh, ils ne connaissent pas. Donc, ne choisissez pas la facilité. Le chemin le plus court n'est pas le plus sûr. Restez intègre. L'intégrité paye. Demain, on aura besoin de personnes intègres au Gabon. On aura besoin de personnes intègres. L'intégrité, ça paye toujours. Soyez patient, mais surtout soyez honnête. Ne trichez jamais avec la morale. Restez vous-même. Ne cherchez pas à afficher des apparences qui ne collent pas avec la réalité. Et l'intégrité, l'honnêteté, ça paye, quel que soit le temps que cela prendra. Dans un village, il y avait un notable qui était riche.
un notable qui était roi, il s'appelait le roi d'Nzambi. Alors le roi d'Nzambi voulait embaucher des jeunes pour travailler, pour être ses scribes, pour faire tout ce qu'il fallait, pour faire les commissions, pour aller à la banque, aller récupérer des sous. Mais il avait besoin de personnes honnêtes. Il avait besoin de jeunes, vaillants, honnêtes. Alors, c'est comme ça que le roi de Zambie a dit, bon, je vais prendre des personnes dans le périmètre de mon royaume. Je vais prendre des gens dans mon périmètre. Et il a donc appelé les jeunes du village. Il a dit, vous là, moi je cherche des employés. Mais pour le moment, il y a un seul poste à pourvoir. Il y a un seul poste à pourvoir. Mais je vais vous faire un test. Celui qui va réussir ce test-là, celui que je vais recruter. Et c'est comme ça que le roi d'Nzambi leur a donné du maïs préparé. Les épis de maïs déjà préparés. Et il a dit, bon, voilà les grains de maïs là, les épis de maïs là, vous allez aller ensemencer ça, et quand ça pousse, vous m'amenez ça. Mais vous avez peu de temps, il faut que vous me rameniez ça le plus tôt possible, parce que à partir de ça, je vais maintenant donner le prix à celui qui aura réussi pour avoir le poste que je voudrais donc vous donner. Et le roi de Zambie leur a donné donc les épis de maïs. Mais ces enfants-là, il y avait parmi ces enfants un autre jeune qui s'appelait Mumbina. Donc ils sont partis, chacun dans sa famille. Ils sont allés ensemencer ça. Ils ont mis ça sous terre. Ils ont attendu des jours et des jours et des jours, ça ne poussait pas. Et c'est comme ça que l'un a commencé à faire le tour des autres. Il dit, mais je ne comprends pas. Les épis de maïs là que nous a, les graines là que nous a donné là, ça ne pousse pas. Mais le roi de Zambie a dit qu'il va recruter celui qui va faire pousser, celui qui va réussir à faire pousser ces grains de maïs. Comment on va faire? Et c'est comme ça que les deux autres se sont entendus et dit, bon, on va prendre chez nous, maman, on va planter ça. Peut-être que ça va pousser. Et après, ils sont partis voir Mumbina. Ils ont demandé à Mumbina, est-ce que le grain de maïs là, ça a poussé? Mumbina a dit, non, ça ne pousse pas, je ne comprends pas. Il dit, on va faire un truc. On va prendre chez les parents. Nous, on a pris chez les parents, ça a déjà poussé. Nous, on va aller amener ça chez le roi de Zambie pour que ça a poussé. Mumbina a dit oui. C'est ce que vous avez fait? Il dit oui. Il a dit ok. Mumbina était intelligent. Il a réfléchi. Il dit le roi de Zambie sait pourquoi il a donné ces grains de maïs là. Pourquoi ça ne pousse pas? Je préfère être honnête que d'aller prendre d'autres grains de maïs parce que ce ne serait pas la même chose. Et lorsque le roi de Zambie les a convoqués pour qu'ils ramènent le maïs, les autres ont couru, ils ont amené le maïs qu'ils ont réussi à faire pousser à travers les épis de maïs qu'ils ont eu à prendre chez leur mère. Et Mumbina est reparti comme ça, bras ballants. Et le roi de Zambie a dit aux enfants, donnez-moi le maïs. Ils ont amené, il dit, ah, pour nous ça a beaucoup produit. Hein. Ils ont amené des cuvettes remplies de maïs. Le roi de Zambie les a regardés. Il dit, ça là, c'est les grains de maïs que je vous ai donné. Il dit, oui. Ça aussi, c'est ça, oui. Et puis il a dit, Mumbina, ouais, pour toi. Mumbina a dit, ah, roi de Zambie, les grains que tu nous as donnés là, ça n'a pas poussé. Hein. Enfin, ce que moi j'ai pris, ça n'a pas poussé. Je ne sais pas où tu avais déjà préparé ça, donc ça ne pouvait pas pousser, mais ça n'a pas poussé. Et je ne pouvais pas tricher. Parce que si j'avais pris chez ma mère,
Ça ne va pas être le même grain de maïs. Ça veut dire quoi? Que j'aurais triché. Donc je n'ai pas pu prendre. Je n'ai pas pu tricher. Ce que tu m'as donné, ça n'a pas poussé. Et le roi des Zambie a regardé les autres. Il leur a encore posé la question. Vous êtes sûr que ça là, c'est ce que moi je vous ai donné? Ils ont dit oui. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon écoutez, finalement de vous tous là, le plus intègre, le plus honnête, c'est mon Mbina. Le maïs que vous avez amené là, ce n'est pas ce que je vous ai donné. Parce que ce que je vous ai donné là, j'avais fait bouillir ça. C'était déjà préparé. Et quand le maïs est déjà préparé, il ne donne pas un autre maïs. Donc vous avez triché. Après, oui, on a des amis, on est obligé parce qu'on pensait. Eh bien, vous avez triché. Vous n'êtes pas honnête. Donc vous ne pouvez pas travailler pour moi parce que vous allez tricher si vous travaillez pour moi. Si je vous envoie à la banque pour dire que allez retirer 1000 francs, vous pouvez retirer 5000 ou 10 000, vous cachez le reste. Puisque moi je ne veux pas là-bas contrôler. Or moi j'ai besoin de gens honnêtes. Et il a dit à mon Mbina, tu es honnête, reste tel que tu es. Demain ne change pas. Demain ne change pas, reste tel que tu es. Et c'est toi que j'embauche à partir d'aujourd'hui. Parce que tu es honnête, tu n'as pas cherché à tricher avec la morale. Et c'est comme ça que Mbina a donc intégré la cour du roi de Zambie. Il a commencé à travailler pour lui. Et c'est comme ça qu'il est devenu donc l'un des grands serviteurs du roi de Zambie. Payé bien, enfin grassement, grâce à son honnêteté. Donc l'honnêteté paye toujours. La fidélité paye toujours. L'intégrité paye toujours. Restez vous-même. Ne trichez pas avec la morale. Parce que tout compte fait, vous vous rendez compte que vous aurez trompé vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que vous aurez trompé. Donc, restez vous-même. Restez digne. Ça paye. Merci encore à vous qui nous soutenez. Et à très bientôt dans cette merveilleuse aventure. Bonsoir. Yo,
Papinyonge bo mama, inya seminis nya beli mama. Mon ami, il me faut bien payer mami. Mon ami, il me faut bien payer mami. Papinyonge bo mama, papinyonge bo mama, inya seminis nya beli mama. Bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. E bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. Ya soli nya bari mame, ya soli nya wangi mame. Nya bagi mo jwami mama. Bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mami. Bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mami. Ya soli nya bari mami, ya soli nya bari mami. Nya degi bonya mi mama. Ebo wani nya bien pere, abega na mori mamosi. Ebo wani nya bien pere, abega na mori mamosi. Nya degi bonya mi mama, nya roni bonya mi mama. Nya sebi nya bien bio mama. Mama,